Donc je voulais parler de deux séries biographiques qui sont sorties en 2025, que j'ai vues parce qu'ils ont fait un peu parler d'eux. Je pense bien sûr au film Good Boy, qui avait beaucoup fait parler sur le net parce que c'était un film centré sur le point de vue d'un chien, film d'horreur centré sur le point de vue d'un chien qui va son maître mourir petit à petit, son maître qui est atteint d'une maladie, et qui est en plus entouré de forces maléfiques qui hantent plus ou moins ce maître, que le maître ne voit pas, mais le chien, lui, le voit cette force horrifique un peu hanter du coup la maison où ils emménagent le temps que le maître se pose avec le chien du coup, et un peu déçu. C'est que moi j'aime beaucoup les chiens, et oui le chien est très mignon, très mignon, très bien dirigé. Bien sûr, on a dû le diriger, etc. En lui pointant la croquette par là, etc. Mais il est très bien dirigé, je trouve qu'il a un bon rôle, et j'aime bien les mises en scène. Je trouve que le film a une bonne mise en scène, assez sympathique. C'est que il y a certaines séquences qui sont un peu en mode caméra embarquée, qui sont collées au chien, qui suivent un peu le point de vue du chien, qui sont plutôt cool. Et j'aime beaucoup le fait que le film, en fait, mette tout en scène à hauteur de chien, de manière à ce qu'on voit jamais le visage du maître, ou à ce qu'on joue avec l'ombre, ou la composition des plans pour éviter de voir le visage du maître du chien aussi. Et le fait que le chien soit filmé presque comme un humain normal, c'est qu'il y a des mises en scène en mode champ contre champ, en mode cut, réaction, east-tourne. On dirait que le chien c'est un humain normal et qu'il a des réactions d'humain normal, et je trouve qu'en termes d'idées ça marche bien et ça humanise presque le chien de façon cinématographique. Donc la mise en scène est sympathique. Après, les lumières, un peu moyen, c'est que je trouve qu'il y a un bon... Visuellement le film a un bon travail de lumière et des travails d'éclairage assez sympathiques qui créent ce côté clair-obscur, où on est un peu plongé dans le noir, mais il y a toujours une source de lumière assez forte qui crée une certaine ambiance. Mais parfois, je trouve qu'on sent beaucoup le côté softbox. C'est qu'on sent que la lumière, elle vient pas du décor en fait. La lumière, vous l'avez ajoutée pour le tournage, quoi. Donc il y a aussi ce côté-là. Et puis on sent quand même le côté un peu manufacturé. C'est que du coup, d'ailleurs, le chien du film est le chien du réalisateur du film, du coup, dont c'est le premier film, hein, ce qui faisait que des courts-métrages avant. Et il a mis 3 ans à faire ce film-là. Et on peut le sentir ou pas, parce que le film ne fait que 1h15. Et j'avoue que je me suis bien ennuyé quand même. C'est que le chien est très mignon. Au début, moi j'étais ok avec l'ambiance qui était instaurée au début. On voit le chien avec le maître souffrant. On a des flashbacks du chien quand il était bébé, c'est tout mignon avec le maître. Donc ça marche bien. Ensuite, ils vont dans la maison. Dans la maison, il y a des choses qui vont pas, mais après, il se passe pas grand chose. C'est que je trouve que ça manque de climax ou de pic dans le déroulé du film. Ça manque de moments un peu climax, un peu surprenants qui vont rendre le film un peu palpitant. Et en fait, non, il est assez peu palpitant. C'est que il y a des petits événements. Une fois qu'on est dans la maison, on a des petits événements. Le chien qui trouve le foulard d'un ancien chien, qui voit le fantôme d'un ancien chien, et puis c'est tout. Le chien qui voit une vision d'un mec un peu fait debout, et puis ça revient pas trop plus tard. Ensuite, le chien qui se fait attacher, qui a encore une vision. Le chien qui réussit à s'enfuir, qui voit un petit cadavre. Il y a un côté très jeu vidéo, c'est que le chien voit plein d'indices durant tout le film, mais il n'y a pas de vrai événement d'impact extrêmement capital qui va complètement altérer le scénario. C'est que tout est très linéaire. Il n'y a qu'à la fin du film qu'on a une vraie réponse à nos questions sur quelle est cette force surnaturelle, quel est le propos un peu du film. Et là, on devine plus ou moins que c'est un film sur la mort, sur la fatalité. Et le chien est témoin de cette fameuse fatalité. Et donc seul le chien peut le voir parce qu'il a ses sensibilités qui fait que lui peut voir ces choses-là. Donc la relation avec le maître est plutôt attachante parce qu'on sent qu'il obéit au maître tout le film. Mais le film, en bout d'1h15, je trouve qu'en termes de péripéties, est très long. C'est un film qui joue énormément sur l'ambiance, et du coup, c'est un film qui, en termes de rythme, patoche, quoi. Ça patoche de fou, c'est très pompeux, ça va très lentement, et en vrai, je pense que le film a été super en tant que moyen-métrage de 45 minutes, quoi. En 1h15, j'ai trouvé ça trop long pour le film, et j'ai été assez déçu. Donc, idée intéressante, chien mignon, mise en scène qui a du potentiel, mais beaucoup d'artificialité qui se ressentent, un rythme qui marche pas du tout, et une histoire qui aurait mérité davantage plus de maîtrise ou davantage plus de péripéties, on va dire. Et dans un registre assez différent, mais toujours dans le registre un peu de la série horrifique, de Toxic Avenger, donc un film que j'attendais parce que c'est un film qui aurait dû sortir en 2023. La sortie a été décalée pour des raisons légales, et donc à la base le film ne devait jamais sortir, mais au fait il est sorti cette année en 2025, ce qui est cool. Et moi je n'ai jamais vu les premiers films Toxic Avenger de Troma, donc de Lloyd Kaufman, donc Troma qui est cette société de production de films d'horreur un peu kitsch, dont d'ailleurs provient James Gunn. James Gunn c'est l'un des élèves de Troma, l'entrepreneur de la boîte Troma. Et donc Lloyd Kaufman a accepté que l'on fasse un remake du coup de Toxic Avenger. Moi Toxic Avenger j'ai jamais vu les films de base, il faudrait que je les mate du coup au moins le premier. Mais j'aimais bien le concept on va prendre l'exemple d'un super-héros un peu comme les Avengers, c'est un héros Marvel sympa. Lui pareil, il va devenir un super-héros parce qu'il va tomber dans un truc radioactif. Sauf que lui, il va être moche, dégueulasse, écœurant, il fait peur, et il va buter des gens. Et en plus, moi c'est un pitch que j'ai toujours trouvé assez cool. En plus, j'aimais bien le casting de ce film-là. Notamment Peter Dinklage, j'aime bien le fait qu'en plus de ça, on en fasse un héros atteint de nanisme. Comme ça décrédibilise encore plus le fait que le mec
soit un super-héros, quoi. Donc je trouve on va encore plus loin dans ce côté, Toxic Avenger, c'est un super-héros, mais c'est un super-héros dégueulasse, mais en plus il est pas grand, il est petit, il est un peu trapu, donc je trouve que ça marche bien. Après, Peter Dinklage est très drôle, il a un rôle très humoristique, il prête la voix du personnage tout le film, mais il a un rôle assez exubérant, il force un peu dans son jeu, il surjoue un peu, mais je trouve que ça marche bien, il est assez marrant. Et je sais qu'il y a plein de références à Trauma dans le film, la ville s'appelle Trauma, je crois aussi, donc pour les fans de Toxic Avenger et de Trauma. Mais j'avoue que j'ai du mal à me dire que c'est pas Peter Dinklage qui est sous le costume, c'est quelqu'un d'autre. Peter Dinklage, une fois que le Toxic Avenger se transforme en Toxic Avenger, Peter Dinklage ne fait que la voix, malheureusement. Donc j'avoue que c'est un point qui me déçoit un peu, pour le coup j'aurais aimé qu'on aille à fond dans le délire. Après, je trouve qu'on est à fond dans le délire, on accepte à fond le côté série B, c'est que on a des costumes, on joue sur des costumes qui sont censés représenter le côté horrible de ces personnages-là, mais c'est des costumes qui sont quand même très plastiques, qui rappellent ce côté un peu film des années 90, un peu série B, et ensuite ce côté-là, surtout dans le dernier acte, avec Kevin Bacon, où là on va à fond assumer ce côté costume un peu cheapos, combat entre des monstres un petit peu en caoutchouc. Mais ça fait partie un peu du charme de ce type de film-là, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Surtout que le film est assez gore, et moi j'ai bien aimé le côté gore, je trouve que ça donne de l'épaisseur un peu au film, de l'épaisseur. Ça donne de la variété dans le film, c'est que ça diversifie le tout, et ça assume le côté complètement décomplexé de l'œuvre, comme la séquence de transformation de Peter Dinklage qui fait très Vertigo en x10, qui marche très bien aussi en termes d'effets visuels. Et il y a un beau casting, à ma foi, un très beau casting. On a Kevin Bacon qui joue le méchant. Kevin Bacon, je sais pas, ça fait combien de fois qu'il joue des méchants capitalistes, ça, je trouve ça assez marrant. Mais pareil, il est à fond dans le rôle, il est très marrant. Il a un rôle très exubérant aussi. Tu as Elijah Wood qui joue son frère, qui joue un peu son Igor, donc qui est assez moche et tout. Mais en gros, tu as Elijah Wood qui joue. C'est marrant parce qu'on dirait qu'Elijah Wood joue Gollum en fait, physiquement. Donc c'est assez drôle. Donc il a un rôle fun aussi. Tu as la femme du méchant qui est sympathique. Tu as le fils, du coup, le beau-fils du coup de Peter Dinklage qui est joué par Jacob Tremblay, qui est ce gamin qui est très bon aussi, qu'on voit de plus en plus à Hollywood. Il est dans beaucoup des œuvres de Mike Flanagan par exemple aussi. Donc on a un plutôt beau casting dans ce Toxic Avenger. Il y a plein de personnages assez barrés. Je pense surtout à l'espèce de docteur qui va héberger Toxic, qui en fait n'est pas un docteur, qui est un espèce de clodo un peu barré, qui va être un peu son mentor. Donc c'est un truc aussi qui est assez particulier. La mise en scène n'a rien d'extraordinaire, c'est beaucoup de caméra épaules, parce que c'est du film à moyen budget, tourné assez vite je pense, mais qui en comparaison va nous rajouter des effets gore et des effets un peu kitsch pour le film assez sympathique malgré tout. Puis c'est un film qui est très méta sur les films de super-héros, sur les trucs comme ça, c'est que tu as une longue scène post-générique qui est interminable. Après, c'est un film du dimanche, c'est pas un film de fou, c'est sympathique. Voilà, si vous voulez le voir, vous le voyez, si vous voulez pas le voir, vous le voyez pas, quoi. Mais j'ai passé un moment plutôt sympathique. Bon, il m'a pas trop fait rire, mais j'ai trouvé l'ambiance, le visuel et tout ça fun. Bon, après, la photo est pas très belle, mais je trouve les costumes un peu kitsch, l'univers gore, l'univers un peu décomplexé. C'est marrant de temps en temps, c'est pas long, 1h40, donc voilà, je vous recommande potentiellement. Ensuite, pour des films plus premier degré, The Lost Bus. Film d'Apple TV, est-ce que c'est mon nom? Je crois que c'est la deuxième fois que je vois un film d'Apple TV, parce que j'avais vu Finch en dehors des films qui sont sortis au cinéma comme F1 et Napoléon. Mais écoute, The Lost Bus, réalisé par Paul Greengrass, je connais pas beaucoup le travail de Paul Greengrass parce que je n'ai jamais vu les Jason Bourne, mais c'est le film qui marque le comeback de Matthew McConaughey, qui a disparu des grands écrans depuis 2019 avec The Gentleman. Après, il ne fait pas son retour sur grand écran, mais sur petit écran sur Apple TV cette fois-ci, dans un film qui nous retrace l'incendie le plus dangereux, le plus mortel qu'a subi l'État de Californie en 2018, me semble-t-il. Et j'étais très surpris de voir que ce film était en plus un biopic sur une vraie personne. Donc le personnage que campe Matthew McConaughey, un personnage qui est très pathétique. C'est un personnage qui a divorcé avec sa femme, son fils le déteste, le traite comme de la merde, il vient à peine d'euthanasier son chien en plus, il est très mal payé à son boulot, il veut faire des heures sup. C'est vraiment le mec qui a une vie de merde, et du coup, par rapport à ses imperfections et à son humanité, on s'attache très facilement à son personnage. C'est que, déjà, moi, dès la séquence où il est en train d'euthanasier son chien, je suis déjà comme ça, parce que je suis très très chien, encore une fois. Je trouve que Conaway, comme d'hab, est excellent, c'est qu'il est très très bon pour jouer des rôles très dramatiques, assez tristes, assez dépressifs. Et donc, il va essayer de trouver une forme de rédemption dans sa tristesse via cet incendie. En fait, cet incendie qui, quelque part, va le mettre en danger, bien sûr, parce que lui, il veut essayer de donner il y a son fils qui est malade et il veut essayer de sauver son fils, mais il y a cet incendie qui l'en empêche. Mais cet incendie va lui permettre de sauver un grand nombre de classes d'écoliers, en fait, avec l'actrice America Ferrera, qui joue bien mieux que dans Barbie, dans ce film-là, d'ailleurs. Rôle très attachant, elle joue une prof,
qui va beaucoup s'attacher à Matthew McConaughey, qui vont beaucoup s'entraider via ce bus qui est entouré de flammes. Et donc je trouve que les deux acteurs sont excellents. En fait, le film est très palpable, il est très authentique, il est très marquant parce que c'est un film qui fait très réaliste. En fait, il y a un côté très documentaire. C'est que la mise en scène de Paul Greengrass est extrêmement dynamique, c'est qu'il y a beaucoup de cuts, c'est que tout va très très vite. Hein. En fait, on dirait un film de Michael Bay, mais mes premiers degrés en fait. C'est que le montage est très effréné, tout va très vite, les plans vont s'enchaîner très très rapidement, et en même temps, ben, le film ne va pas hésiter à iconiser sa menace, c'est-à-dire la menace de ce film-là, c'est le vent qui va avancer et faire développer les flammes au-dessus de la forêt qui entoure nos personnages. Et du coup, Paul Greengrass va en fait nous montrer le POV, le point de vue, hein, du coup, du vent, en fait. C'est que le vent a un point de vue, et du coup, ils vont filmer ça tel le requin des dents de la mer, on va filmer le point de vue du vent qui va se diriger vers nos personnages, par exemple. Donc on a ce contraste entre ce point de vue un peu plus, avec ce point de vue qui se fait en un seul plan, qui se déplace, face à la mise en scène plus effrénée, plus dynamique du reste du film. Donc il y a un côté presque horrifique qui est installé. Bon, les effets spéciaux ne sont pas parfaits, mais pour une mise en scène comme ça, je trouve que ça a le mérite d'exister, donc c'était assez sympathique. Mais je trouve que le film est vraiment très palpable, c'est que même les pompiers, on consacre aussi toute une partie aux pompiers, c'est qu'il y a un traitement qui m'a l'air très réaliste des pompiers. En fait, c'est un film qui est assez informatif, c'est qu'on découvre comment marche en fait l'intervention des pompiers dans ce type de situation, comment ils galèrent, est-ce qu'ils peuvent intervenir ou pas intervenir, est-ce qu'il faut envoyer des avions avec des bombes à eau, etc. Donc là aussi pareil, toute la partie pompier, j'ai trouvé ça super fascinant de voir comment ça fonctionne en fait. C'est qu'on aurait vraiment dit des vrais pompiers en plein tournage d'un documentaire qui doivent participer à l'extinction de flammes, et on voit qu'ils sont en galère, qu'ils ont des choix cornéliens, par exemple, est-ce que vaut mieux protéger les gens et les éloigner des flammes plutôt que d'éteindre les flammes, qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui va épargner le plus de personnes. C'est un film qui est plein de tension, c'est que les personnages sont assez attachants parce qu'on développe à fond les émotions de l'instant, c'est que des personnages qui ont peur d'où ils sont, des flammes qui les entourent, t'as des enfants à consoler, les enfants qui ne sont pas insupportables, les enfants sont assez attachants aussi, du peu qu'on les voit, on veut qu'ils survivent, en fait, on les voit aussi apeurés, donc il y a aussi ça. On a du coup McConaughey qui va tout faire pour les sauver, pour faire son job, qui essaie de trouver une forme de rédemption via cette mission-là, et on a ces flammes qui reprennent vraiment presque une forme d'enfer, c'est que la lumière du jour est complètement invisible sous ces flammes qui étouffent nos personnages. Tu as des séquences où tu étouffes avec eux, tu sens la chaleur, ça suinte de chaleur. Et donc c'est un film qui est très lourd, quoi. C'est un film qui, une fois qu'il se termine, tu ressouffles, tu t'apaises, parce que ce film-là, c'est l'inverse d'une bouffée d'air frais. C'est une bouffée d'air frais dans le sens où c'est un très bon film de la part d'Apple, et c'est pas souvent qu'il y en a, donc c'est une bouffée d'air frais. Mais à la fin, on a le droit à notre bouffée d'air frais après qu'on ait vécu cet événement extrêmement extrêmement claustrophobique, extrêmement tendu. C'est que c'est un film qui te tient sur ta chaise, quoi. Tu veux pas rester. Le film, il est quand même long, je crois, il fait quand même 2h10, 2h20. Mais tu es tellement fasciné par tout ce qui se passe, tout va tellement vite, le danger est toujours présent, tu vois tout se dérouler comme il faut, de façon assez chronologique, etc., que tu ne veux pas que ça s'arrête, et quand à la fin, les héros survivent, entre guillemets, parce que ça reste un film de catastrophe assez classique, on a de la survie à la fin, tu es content pour nos personnages, tu es content du fait qu'ils aient accompli leur mission, et que du coup, ils aient peut-être trouvé une forme de rédemption, et donc tu t'attaches à eux, il y a un côté speed, mais version film catastrophe qui est assez cool aussi. Et en plus, je trouve que le film arrive à parfaitement bien varier les péripéties. C'est qu'on pourrait se faire chier, mais en fait, non, on arrive à trouver des idées intéressantes. Donc par rapport au bus, donc le fait de sortir du bus, le fait de lutter contre le bus, de passer à travers les flammes, le fait qu'on te montre aussi certains êtres humains qui sont prêts à tuer des gens ou à voler des véhicules ou des choses comme ça pour du coup survivre, les bouchons de voiture qui mettent des gens en danger, etc. La gestion extrêmement délicate du coup d'entreprises de gestion d'électricité du coup qui sont complètement responsables de ce qui s'est passé. Donc ce film-là, c'est une infinité de causes et de conséquences très variées qui ont des péripéties super fascinantes, sous un rythme très effréné qui rend le film très latent, ce qui fait que c'est un très bon film que je vous recommande sur Apple TV. Et puis c'est le retour de Matthew McConaughey, donc profitons-en. Ensuite, j'ai vu Steve sur Netflix, peut-être le meilleur film Netflix que j'ai vu, parce que c'est le seul que j'ai vu, il me semble. Donc il faudra que je vais mater celui de Catherine Bigelow, on en parlera aussi. Donc il n'y a que Cillian Murphy, c'est normalement les films sur les instituts de jeunes turbulents, c'est pas du tout mon type de film. Mais il y a Cillian Murphy, la bande-annonce m'avait plutôt hypé, j'avais bien aimé la bande-annonce. Et déjà, respect à Cillian Murphy, qui après Oppenheimer n'a fait que des rôles d'auteur, il n'a pas fait de blockbuster, en tout cas il en fera pas avant le film Peaky Blinders qui arrive l'année prochaine. Et je trouve qu'il joue mieux que dans Oppenheimer, la hot take, parce que moi je trouve pas Cillian Murphy fascinant dans Oppenheimer. Je trouve que dans Oppenheimer il joue un peu la même chose que dans Peaky Blinders. Il est très sobre, je trouve, dans Oppenheimer, alors que là, dans ce film-là,
il est beaucoup plus fracturé émotionnellement. Et du coup, il joue un rôle où parfois il danse, parfois il pète des plombs, parfois il est en train de paniquer, de pleurer, parfois il est très heureux. C'est un personnage qui est très vivant, son personnage de Steve, donc à Cillian Murphy dans ce film-là. Et donc je trouve qu'il porte à fond le film et qu'il est absolument fantastique et j'ai adoré sa performance. Et le film est très bien mis en scène. C'est un film qui du coup traite du coup de la future fermeture de cet institut pour jeunes turbulents qu'il faut du coup réinstaurer dans le droit chemin au Royaume-Uni, en Angleterre, je crois. Et du coup, c'est un film qui critique la mauvaise prise en charge de ce type de profil de personne et la mauvaise prise en charge de ce type d'institut. Cet institut qui se passe dans un manoir lambda, entre guillemets. Donc c'est là qu'on voit aussi à quel point il n'y a pas de locaux qui sont créés ou de vrais locaux adaptés à ces jeunes-là qui sont conçus, qui montrent du coup le manque de prise en charge de la part du Royaume-Uni qui va du coup délaisser un peu ces gens-là, ces instituteurs qui sont mal payés, ces jeunes qui ne sont qu'une dizaine certes, mais qui doivent être réinstaurés vers le droit chemin par 4 personnes, genre, qui sont impuissants certes, mais qui aiment quand même ces jeunes, qui veulent les aider, qui veulent leur donner un avenir, parce que c'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour les aider. Et même si l'institut va fermer, on va les garder, on va rester avec eux, on va les aider jusqu'au bout. Donc c'est un film qui est très touchant. C'est un film qui est très touchant parce qu'ils arrivent à te proposer des personnages, des jeunes turbulents, qui sont très violents, qui sont très naïfs, qui commettent beaucoup d'erreurs, qui arrivent à être très très détestables, mais ils arrivent aussi à te les montrer sous un prisme très attachant, comme Cillian Murphy fait souvent ça, c'est souvent Cillian Murphy qui par son point de vue, va réussir à nous proposer un autre point de vue de ces personnages-là qui est beaucoup plus attachant, beaucoup plus émotionnel, où là on arrive à voir comment lui il les voit, et on ressent l'amour qu'il a envers ses enfants, ses jeunes, et pourquoi il veut les sauver. Et surtout le jeune principal qui est joué par Jay Lycurgo, qui jouait Tim Drake, Robin dans Titans et qui jouait dans The Batman, qui joue un rôle qui est très sympathique aussi parce que c'est un rôle de personnage. Au début, il est très copain avec Cillian Murphy, c'est que Cillian Murphy le croise en voiture, etc. Et on voit que c'est un personnage qui peut être très sympa, qui peut être très sobre, très calme, mais qui peut péter des plombs de façon totalement aléatoire et qui peut avoir aussi des tensions suicidaires aussi, qui le rendent assez attachant, assez fort. C'est qu'évidemment il y a une séquence avec Emily Watson qui est très bien aussi en psychologue, où il pète des plombs, il est très très fort. Et à côté, il y a des séquences où on le sent extrêmement impacté émotionnellement, rabaissé même par sa propre famille. Donc c'est un personnage qui est assez attachant et on s'attache à lui, on comprend l'alchimie qu'il a avec Cillian Murphy aussi. Et puis tous les personnages sont assez bien développés, quoi. Que ce soit la jeune prof qui se fait un petit peu draguer par les jeunes, qui doit apprendre à vivre dans ce truc-là, Emily Watson, la collègue de Cillian Murphy qui le comprend lui, qui comprend c'est un personnage qui est un peu traumatisé mais qui l'aime aussi. Donc on suit une espèce de petite famille qui essaye de survivre dans une situation politique, sociale, très mal géré par leur nation en fait. C'est pareil, t'as une séquence où t'as un député qui débarque, un député qui est juste là pour l'image, qui a un documentaire qui est tourné dans ce film-là. C'est qu'en plus de la gestion des jeunes, il y a un documentaire qui doit être géré en parallèle. C'est aussi un film qui traite de l'exploitation des médias, donc des médias qui sont prêts à rentrer dans des locaux privés pour montrer la vie des jeunes, pour montrer leur état d'esprit, pour exploiter des choses qui pourraient faire l'état peut-être de la mise en situation de l'Angleterre sur ce type de local qu'il faudrait fermer peut-être. Donc il y a aussi ce documentaire qui critique l'omniprésence des médias qui va s'insérer dans notre société aussi et dans la vie privée des gens. Et du coup c'est ce député qui est juste là pour la publicité qui va aussi se faire démonter aussi. Donc c'est un film qui est thématiquement très fascinant pour le coup et émotionnellement très fort. C'est que c'est un film qui au départ va beaucoup miser sur la caméra épaule. C'est beaucoup de caméra épaule avec beaucoup de cuts. Donc il y a un côté très très documentaire encore une fois, très archive. Où du coup j'adore les séquences où on interviewe les jeunes, on leur pose des questions et quand on interviewe Cillian Murphy, le prompteur de la caméra est excadré dès qu'on cadre Cillian Murphy dans ces plans-là. En plus c'est un film qu'ils ont dans les années 90 je crois, donc on a ce côté très pixelisé dans ces interviews qui est assez cool aussi dans l'audiovisuel. La photo assez jolie, pas extraordinaire mais assez belle aussi, notamment dans les séquences où il fait nuit dans les locaux, etc. Et donc c'est un film qui fatigue beaucoup, parce que c'est un film où il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de turbulences, il se passe beaucoup de dingueries entre guillemets, et du coup il y a Cillian Murphy qui doit gérer tout ça, et du coup on comprend totalement sa frustration, son anxiété, le fait qu'il prenne des médocs, qu'il prenne de l'alcool, etc. Par rapport à tout ce qu'on vit durant ce film-là, c'est que la mise en scène effrénée avec la caméra épaule, fait qu'on n'a pas le temps de niaiser, qu'on n'a pas le temps de se reposer et qu'on est en face à un vrai compte à rebours qui peut péter à tout moment. Et ensuite, le film va nous faire une espèce d'état global de cet institut via des circuits en drone où le drone va tourner pour nous montrer l'état un peu inversé, un peu négatif de cet institut. Il va faire le tour de tous nos personnages. Donc la mise en scène est assez variée, c'est qu'il y a ça. Il y a aussi des beaux travelling très 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 bien gérés qui suivent Cillian Murphy.
Et à la fin, tu as une séquence un peu d'hallucination avec Cillian Murphy qui se drogue, qui prend des médocs où il va halluciner de certains éléments qui sont intéressants sur son être à lui. Et on a beaucoup de séquences, on a beaucoup de gros plans sur les émotions, sur les yeux des personnages, sur leur regard, sur leur anxiété, parce que c'est un film sur des personnages humains, sur leur souffrance, sur leur vie extrêmement précaire. Donc on comprend totalement ce côté-là également. Et puis la fin du film va nous proposer de très beaux plans assez symboliques sur des personnages sous la pluie, dans la galère, avec une fin de film qui, malgré le fait que cette école est censée fermer, que la vie est dure et difficile, va nous montrer que ce qui est important, c'est les relations entre les humains, c'est que les relations humaines ne vont jamais dépasser les contextes que les grandes entreprises, que les politiques vont nous offrir, et que même si cet institut va fermer, on se sera fait des bons amis, on se sera connus, on se sera aimés, on aura tout fait pour s'améliorer. Et en plus, j'ai adoré ce contraste entre Cillian Murphy durant tout le film et Cillian Murphy qui rentre chez lui à la fin du film, où du coup tu vois la vie qui est à côté, qui contraste totalement avec le reste du film. Malgré une fin ouverte assez ambiguë sur le destin d'un certain personnage dont on ne peut totalement deviner la suite. On peut la deviner, mais c'est jamais confirmé à 100%. Mais oui, je trouvais que c'était un beau film, un très beau film sur la condition humaine, sur le fait de pouvoir d'essayer de sauver la vie, de donner une seconde chance à la vie, et sur la difficulté psychologique que peuvent vivre certaines personnes dans des emplois extrêmement précaires face à une politique extrêmement décousue dans ses ambitions. Donc très beau film, très belle mise en scène, très belle thématique, très bons acteurs. C'est un film qui m'a plutôt touché, j'ai trouvé vraiment excellent. Donc Steve sur Netflix, je vous le recommande. Et ensuite il y a le film Coke Stealing réalisé par le GOAT Darren Aronofsky que j'adore, j'adore Mother, j'adore The Fountain, j'adore The Wrestler, j'adore Black Swan, etc. Après The Whale était sympathique mais était beaucoup moins bon que ses autres films, donc ça restait un bon film The Whale, mais je crois qu'il était un peu plus simplet que ses précédents. Mais Coke Stealing du coup c'est un film qui est aux antipodes de sa filmographie habituelle, parce qu'Aronofsky d'habitude, en tout cas la majorité de sa filmo, ce sont des films très très viscérales, sur la condition humaine, sur des êtres humains qui sont très imparfaits, qui ont une vie assez difficile, qui sont prêts à effectuer des actions extrêmement violentes et extrêmement viscérales pour parvenir à leur fin. Et là, on est dans un film qui est un peu plus chill, de la part d'Aronofsky, qui nous propose un peu une sorte de thriller road trip urbain, style années 90, dans les années 90 avec Austin Butler. Et j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça plutôt cool. Bon, j'ai trouvé la photo moche, parce qu'il n'y a pas vraiment de photos, c'est que le film est assez fade en termes de pure photo. C'est qu'il n'y a pas vraiment de jeu de contraste pour le coup. Mais Aronofsky a une mise en scène assez simple dans ce film-là, il fait pas des dingueries. Il adore faire des travelling qui dézooment comme ça, qui sont bien foutus. Pour le coup, je trouve que ce qui marque vraiment dans les visuels de ce film-là, c'est le côté société de consommation de New York, c'est qu'il met à fond en avant le côté société de consommation de New York, du New York sale, avec du vomi, des poubelles de partout, des vêtements à acheter de partout, des journaux par terre, des machins. C'est qu'on sent le côté société de consommation qui envahit une ville, qui est un peu nourri là-dedans. Et ça, c'est vraiment ce côté-là que j'ai ressenti dans ses visuels, pour le coup, dans sa réalisation qui reste assez simple, mais diablement efficace, c'est que tout est parfaitement découpé, et on sent la maîtrise qu'a Aronofsky, bien sûr, en tant que très grand réalisateur à mes yeux. Et l'histoire est plutôt cool, c'est qu'en fait, on suit une histoire d'un homme, ça fait du bien de voir Austin Butler jouer un mec normal dans ce film-là. C'est que Austin Butler, c'est vrai que j'ai beaucoup vu jouer des rôles assez hauts en couleur, les Patriotes dans Master of the Air, le Elvis Presley bien sûr, des serial killers dans Dune, tu vois. Donc là, le voir jouer le rôle d'un barman qui a un passé traumatique, qui voulait faire du baseball, qui vit avec sa copine, qui a une vie plutôt heureuse sans être extraordinaire, qui doit un jour garder le chat de son voisin joué par Matt Smith, et le fait qu'il garde ce chat va le mettre dans une mouise pas possible, où il va se retrouver connecté à tous les grands gangs de New York, donc il va devoir faire face à des gangs russes, à un tueur portoricain, à des flics corrompus, à un gang d'hébreux en plein sabbat aussi. Donc c'est un film qui fait le tour de New York en fait. C'est ça qui est assez cool, c'est qu'il y a un côté presque épopée new-yorkaise, dans le sens où c'est un mec qui doit courir, s'allier, trahir, fuir face à tous ces gangs différents qui sont à sa poursuite et qui sont à la poursuite de l'argent qu'il peut potentiellement posséder. Et donc je trouve que je trouve que le scénario c'est pas un scénario de fou, c'est adapté d'un livre et c'est assez cool. Mais c'est pas un scénario de fou. Mais c'est un scénario qui est très très fun et qui propose un film qui est très dynamique. C'est que, bon, je trouve que la mise en place est assez longue. Je trouve que la mise en place prend bien une demi-heure quand même. Donc c'est un poil long. Mais une fois qu'on est lancé, ça s'arrête pas et j'ai trouvé ça formidable. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai passé un super moment devant. Casting incroyable, le casting super casting. Zoé Kravitz qui a un rôle très très sympathique en tant que love interest de Austin Butler, ils ont une très bonne alchimie tous les deux. Et comme je vous l'ai dit, Austin Butler, ça fait du bien de le voir jouer un mec normal, un mec qui a des failles, qui a des traumas, qui a des galères, qui veut pas chercher les emmerdes, mais qui doit accepter de devenir plus mature, de devenir plus fort pour faire face à ses emmerdes, et qui à la fois face à ces embûches qui le sèment, va devoir plus loin faire la paix avec ses traumatismes à lui,
à l'époque où où il voulait faire du baseball. Donc Austin Butler est très bon, très charismatique, c'est vraiment l'une des grandes stars actuelles, Austin Butler. La relation avec Kravitz, qui est une relation où les deux prennent un peu l'ascension sur l'un à l'autre, un peu en mode chat et souris, qui marche très très bien. Matt Smith a un rôle hilarant en mode Metalhead avec sa coupe de cheveux avec son mohawk et son accent anglais à couper au couteau. Il est vraiment très très drôle. Il a un rôle là. Limite, on aurait pu faire un buddy movie entier avec lui et Austin Butler. Ça aurait été incroyable aussi. Il était vraiment très très fun. Je crois que je n'ai pas vu Regina King dans une œuvre depuis la série Watchmen et ça m'a fait très plaisir de revoir Regina King dans ce rôle de flic un peu dur à cuire, un peu surprenante, qui va s'allier avec Austin Butler et qui peut réserver d'autres surprises assez intéressantes, mais très charismatique aussi Regina King dans ce rôle-là. Bad Bunny, je l'avais aussi vu dans Bullet Train, mais j'ai trouvé plutôt bon Bad Bunny, c'est qu'à la base c'est un chanteur oui, mais j'ai trouvé dans ce rôle de portoricain un peu connard, j'ai trouvé plutôt sympa, j'ai trouvé assez bon, assez charismatique pour le coup. Tu as des Russes aussi qui sont très parodiques, les méchants Russes, très très parodiques dans leur interprétation, c'est assez marrant aussi. Et tu as aussi les deux gangsters hébreux, donc joués par Liv Schreiber et Vincent D'Onofrio, deux acteurs que j'adore, qui sont excellents, qui forment un super duo, au point où tu t'attaches à eux, tu les trouves très cool quand tu es la séquence où tu es avec toute leur famille, leur mère qui leur donne à manger, le fait qu'ils deviennent presque potes avec Austin Butler, et à la fois tu oublies presque que c'est des gangsters qui butent des gens, donc je trouve que c'est des personnages qui sont intéressants et qui en plus sont responsables d'un twist qui va impacter la fin du film. Donc le film a beaucoup de surprises, c'est qu'il y a des morts inattendues, en fait c'est un film c'est une tragicomédie claire, hein. C'est que c'est pas une comédie pure, c'est j'aime beaucoup le film m'a beaucoup fait rire. C'est que le film a beaucoup d'humour très très subtil, qui marche très très bien, des petits détails, des trucs comme ça qui sont très très drôles. Et en même temps, le film pose des séquences extrêmement tragiques, comme il y a des morts, il y a des séquences assez fortes et qui vont énormément impacter la vie de Austin Butler, qui va se retrouver complètement démuni de sa liberté, des gens qu'il aime presque. Donc c'est un personnage c'est un film qui sait être sombre quand il faut être sombre et réajuster sa tonalité vers quelque chose de plus détendu quand il faut l'être. Donc je trouve que c'est un film qui a un parfait équilibre de ton, en fait, ce qui pour le coup fonctionne assez bien. Et en plus de ça, le film va très vite, il est super bien géré. Là, il y a quelques acteurs un peu connus à la fin en caméo qui sont assez cool. J'adore la relation que Butler a avec ce chat qui n'est pas à lui, il est pas très chat et tout. Et au bout d'un moment, il va tellement vivre que des merdes, que des trucs, et au final, ce chat, il va l'aimer il va énormément l'aimer au final. Donc il y a des évolutions qui sont très intéressantes dans ce film-là qui va nous montrer une évolution assez cool de la part de Butler face à ces gangsters qui veulent sa peau. Et voilà, c'est un petit film de gangster assez sympathique. Je pense que ça reste un film quand même mineur dans la carrière de Aronofsky, un film un peu détente qu'il a voulu faire. Mais si on pouvait avoir des films détente comme ça tous les jours, je prends, parce que c'est un excellent film détente, avec des séquences dramatiques, hein, c'est pas un feel good du tout, hein. Mais c'est un excellent film, et pour le coup, Aronofsky pour le coup, j'ai très hâte de voir les prochains projets d'Aronofsky, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup.